Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la série des vidéos sur les scripts shell dans Linux, nous allons encore essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant et de ne pas nous limiter à un programme qui exécuterait des instructions les unes après les autres sans que l'on puisse influer dessus. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la possibilité de justement pouvoir réagir sur différentes conditions. Donc qui veut dire condition, dit structure conditionnelle, que l'on connaît déjà bien si vous avez fait d'autres langages de programmation, c'est la fameuse structure si alors sinon. Ou alors que vous avez déjà utilisé dans les langages if, then, else. Donc cette structure conditionnelle va nous permettre de réagir sur une condition et de faire en sorte que, sous certaines conditions, on va exécuter certaines lignes de notre programme et sous une autre condition, on va exécuter d'autres lignes, ce qui va nous permettre justement de ne pas avoir une exécution homogène suivant les paramètres que l'on va rentrer dans notre programme. Et réagir en fonction des paramètres, c'est quelque chose qui fait suite directement à la vidéo que nous venons de voir sur les variables, puisque c'est justement à partir de conditions basées sur les variables que nous allons pouvoir réagir de façon différente quand nous allons lancer notre programme. Donc, comment s'écrit une condition, c'est ce que nous allons voir. Donc, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de langage de programmation, vous ne serez pas surpris par la structure. La seule chose qui change en programmation shell sous Linux, c'est qu'il faut vraiment respecter comment les choses sont écrites. Il faut vraiment avoir les espacements, par exemple, sont très importants. Les positions des différentes commandes également. Il faut vraiment essayer de respecter au maximum le formalisme qui est imposé par Unix. Donc la structure si alors sinon est identique à ce qui existe dans les autres langages de programmation. Donc pas de surprise, à part les respects de quelques règles de syntaxe. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, eh bien on a un if qui évalue une condition 1. Si cette condition 1 est remplie, eh bien le bloc commande qui va se retrouver après le then va être exécuté. Sinon, on peut évaluer une condition 2 en utilisant la commande elif. Si la condition 2 est vraie, ça veut dire qu'on va exécuter un bloc d'instruction qui va s'exécuter lorsque la condition 1 est fausse et que la condition 2 est vraie. Et si enfin on arrive dans le else de notre exemple, c'est que ni la condition 1 ni la condition 2 n'est vérifiée, et donc du coup, on va exécuter le troisième bloc d'instruction. Et on va terminer les blocs avec l'instruction fi, qui est en fait le if inversé, qui veut dire justement que le if est terminé. Donc ça, on verra qu'on a beaucoup cette mécanique en programmation shell. Pour dire qu'un bloc est terminé, en fait, on utilise souvent le mot qui débute en fait l'instruction à l'envers. On va voir qu'on aura le case et le exact, on aura le if, le fi. Donc on va voir directement comment on peut utiliser cela. Parce que qui dit condition dit effectivement que l'on veut pouvoir comparer des choses. Et donc il y a des différences cette fois-ci sur les opérateurs, sur les chaînes de caractères. On peut comparer des chaînes de caractères avec le caractère égal qui va voir si le contenu de deux variables sont égaux, avec le différent qui est le point d'exclamation égal, qui est exactement le même différent qu'on peut retrouver par exemple en C, en C++, qui va vérifier que deux chaînes ne sont pas identiques. On peut vérifier qu'une chaîne est vide avec l'option "-z, et on peut vérifier qu'une chaîne est non vide avec l'option "-n". Donc tout ça, c'est par contre, ce sont des tests qui ne sont pas forcément des choses que l'on a déjà vues avec des langages de programmation classiques et qui sont plus un petit peu une spécificité de ce qui peut être fait en programmation shell sous Linux. Les opérateurs sur les nombres, cette fois-ci, peuvent être différents aussi de ce qu'on a connu avec la programmation classique. Là, cette fois-ci, on va à chaque fois avoir une commande qui va être introduite par un tiret, comme le sont toutes les options de commande sous l'environnement Linux. Et ensuite, on va avoir deux lettres qui vont avoir la signification. EQ va être le test d'égalité, NE, ça va être le not égal, LT, le lower than, LE, lower or equal, donc plus petit ou égal, GT, greater than, GE, greater or equal, donc plus grand ou égal. Donc on va retrouver là dans les 6 opérateurs ici, tous les opérateurs de comparaison entre les nombres que l'on peut avoir. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on est habitué à avoir les signes plutôt supérieurs ou inférieurs, mais on a vu qu'en environnement Unix ou Linux, les opérateurs, les signes supérieurs ou inférieurs peuvent déjà être utilisés par exemple pour faire des redirections. Donc c'est pas forcément
le bon choix à utiliser ici parce que ça peut peut-être prêter à confusion. Donc tous les opérateurs de comparaison ont été redéfinis pour Unix pour être vraiment sur 3 caractères introduits par un tiret et 2 lettres ensuite qui va dire quel est l'opérateur que l'on va utiliser entre les deux nombres. Je vous propose de voir directement un petit exemple pour mettre en place cette structure si alors sinon. On va reprendre un programme qui lit un âge et qui donne la catégorie d'âge qui correspond. Donc le programme demande à l'utilisateur son âge et affiche bébé si l'âge est inférieur à 3, enfant si l'âge est supérieur à 3 mais inférieur à 12, adolescent si l'âge est supérieur à 12 mais inférieur à 18, et enfin adulte si l'âge est supérieur à 18. Donc par rapport à ce qu'on a vu là, on a déjà toutes les cartes en main pour faire ce genre d'exemple. Je vais donc reprendre directement mon éditeur Notepad++. Je vais créer quelque chose qui s'appellerait condition âge.sh. Je l'appelle toujours .sh puisque c'est les scripts. Cette fois-ci, je n'oublie pas de mettre directement, de convertir mon fichier en Unix pour ne pas avoir de problème. J'écris toujours en en-tête que je vais écrire en bash. Donc tout ce que je vais écrire va devoir être interprété en bash. Cette fois-ci, on va introduire la structure conditionnelle, donc c'est très important cette fois-ci de spécifier qu'on va être en bash. Parce qu'on n'aura plus uniquement que des commandes Unix, on aura justement aussi des structures de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va read, on va donner un prompt, et on va dire indiquez votre âge. Et on va mettre ça dans une variable qu'on va appeler tout simplement âge. Ok. Ensuite, on veut commencer à faire des tests sur cet âge. Donc, on va commencer avec le mot-clé if, qui va nous permettre de tester une condition. On va ouvrir les crochets pour dire que le test commence ici, et on va avoir un espace après le crochet. Donc faites attention, la syntaxe est vraiment à respecter. Donc il y a espace avant le crochet, espace après le crochet. Donc on va vérifier que âge est lower than, donc plus petit que 3. Donc là, encore une fois, il y a un espace qui sépare le crochet. On va arriver dans le cas zen. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le cas zen? Eh bien, tout simplement, on va écrire que vous êtes un enfant. Un bébé. On avait dit bébé. Ok. Ok. On va avoir un elif. Elif, c'est la contraction de else if. Donc c'est à la fois, on est dans le sinon, et le if rebondit directement sur une autre condition. Donc cette fois-ci, on va prendre l'âge qui est plus petit que 12. Et l'âge plus petit que 12, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est... Vous êtes un enfant. On rebondit directement sur notre elif. On va encore mettre une condition sur l'âge, qui cette fois-ci est plus petit que 18. On va dire cette fois-ci que vous êtes un ado. Et sinon, sinon ça veut dire que j'ai plus que 3 ans, j'ai plus que 12 ans et j'ai plus que 18 ans. Donc là, j'ai plus besoin de mettre une condition. C'est tous les autres cas. Vous êtes un adulte. Ok, et j'oublie pas de fermer ma condition avec le phi qui termine. Donc si on regarde un petit peu la structure, donc vous voyez que là j'avais si l'enfant est supérieur à 3 mais inférieur à 12, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait 2 tests là-dedans, mais en fait, là j'ai testé les individus qui ont moins de 3 ans, pour dire qu'ils sont des bébés, et donc si je suis dans le else, si je suis dans le sinon, ça veut dire que si j'en arrive ici, c'est que toutes les personnes ont déjà plus de 3 ans. Donc elles ont plus de 3 ans, elles en ont moins que 12, donc ce sont des enfants. Si j'arrive ici, ça veut dire que l'individu a plus de 12 ans. Donc s'il a plus de 12 ans et moins que 18, eh bien c'est un ado. Et dans tous les autres cas, dans le else, vous êtes un adulte. Je sauvegarde, on va voir si tout ça fonctionne. Je l'applique condition âge. Donc condition âge, .sh, indiquez votre âge. J'ai 2 ans. Vous êtes un bébé. Ok, j'en ai 10. Je suis un enfant, très bien.
j'en ai 50, je suis un adulte, et j'en ai 15, je suis un ado. Ok, donc ma fonction fonctionne, tout simplement. En fonction de l'âge dans lequel que je lui spécifie systématiquement, il va aller dans la bonne condition et il va me ramener le bon bloc d'instruction. Donc vous avez vu que très simplement, on peut maintenant réagir en fonction d'une valeur de variable et on va pouvoir, du coup, soit par paramètre, soit par saisie sur le prompt, pouvoir modifier l'exécution d'un programme. Et donc le programme ne va plus exécuter tout le temps les mêmes instructions, mais il va exécuter les instructions qui sont propres aux paramètres que l'on aura spécifiés. Donc là, très bien, on va gagner en flexibilité sur les exemples qu'on va voir. Il est possible justement aussi d'avoir des opérateurs logiques quand on a besoin de cumuler plusieurs tests les uns avec les autres. On avait vu déjà cette notion où on aurait pu parfaitement tester si l'âge était supérieur à 3 et à la fois inférieur à 12. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire aussi. Et dans ce cas-là, on aurait utilisé l'opérateur et. L'opérateur et, ça veut dire qu'il faut que pour qu'une condition soit vraie, il faut que la condition 1 et la condition 2 soient vraies toutes les deux. Dans tous les autres cas, la condition et est fausse. L'opérateur ou est un petit peu différent, il nécessite qu'il n'y ait qu'un des deux opérateurs qui soit au moins correct pour que l'opérateur ou soit correct. Et l'opérateur non, qu'on appelle aussi l'opérateur d'inversion, c'est l'opérateur qui va inverser le résultat d'une condition. Pour qu'une condition soit évaluée, il faut toujours que le résultat de cette condition soit vrai ou soit faux. Et donc l'inverseur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, l'inverse de vrai, ça va être faux, l'inverse de faux, ça va être vrai. Il permet juste de prendre la condition à l'envers. Donc là aussi, si jamais vous avez déjà travaillé avec du C ou du C++, ces opérateurs-là vous sont connus, puisque les opérateurs et, ou et non sont exactement les mêmes que l'on retrouve en C et en C++. Donc pas de problème à ce niveau-là. Il y a aussi une structure qui peut être très intéressante dans la programmation shell sous Linux, c'est la structure selon que, et qui va déterminer en fait des cas bien particuliers et qui va réagir en fonction de ces cas. Donc, à la différence de if de la structure if then else, la fonction case va fonctionner un petit peu pareil sur le principe, mais elle va partir d'une autre philosophie qui est de dire je vais évaluer une variable et selon la valeur de cette variable, je vais réagir de façon différente. Et ça se voit sur cette structure. Donc ça commence par un case variable, et on va pouvoir donner la liste de toutes les valeurs possibles de cette variable. Et pour chacune de ces valeurs de variable, on va faire des choses différentes. Et à chaque fois, on va sortir. Et on aura la possibilité également de spécifier la commande étoile parenthèse qui va nous dire en fait ce sont tous les autres cas que j'ai pas évalués que pourrait prendre la variable. Souvent l'étoile parenthèse permet justement de spécifier les cas d'erreur et de montrer qu'en fait cette valeur-là n'est pas permise et d'expliquer pourquoi. Donc cette structure elle est vraiment bien par exemple pour évaluer que l'utilisateur a bien utilisé les paramètres qu'il fallait pour la fonction. On va le voir au travers d'un exemple. Une bonne habitude à prendre quand on écrit un script shell, c'est de vérifier que les paramètres sont valides et sont bien tous présents. Et ça permet d'éviter justement de lancer un shell qui n'aurait pas toutes les valeurs pour être exécuté et qui se retrouverait avec une valeur manquante et qui ne pourrait pas aller au bout, qui pourrait notamment finir en crash. Quand vous utilisez une commande d'ailleurs, sous l'environnement Unix, ou Linux, de temps en temps, vous tapez une commande et ça vous dit en fait que les arguments que vous avez utilisés sont faux, ou sont incorrects, ou sont mal utilisés. Et bien, quand vous écrivez vos propres scripts shell, vous pouvez utiliser la même logique pour aider votre utilisateur à utiliser correctement le programme que vous avez écrit. Vous pouvez lui dire quels sont les arguments que vous attendez et pour l'aider progressivement à vous donner les bonnes valeurs. Donc, on va essayer de faire un petit script qui va vérifier on va vérifier que le script qui nous dit bonjour et calcule notre date de naissance est bien lancé par deux paramètres. Ensuite, voyons comment nous pourrions demander à l'utilisateur de saisir les paramètres manquants. Donc c'est l'exemple qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente, qui demandait le nom et l'âge, et qui permettait justement maintenant on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait vérifier
les paramètres qui sont spécifiés au shell. Donc, je vous propose de reprendre l'exemple que l'on avait, qui s'appelait param. Ok, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, on utilisait le nom et l'âge en paramètres, et on demandait à l'utilisateur de nous les rentrer. Et on pouvait avoir des problèmes dans le calcul de la date de naissance si l'utilisateur ne rentrait rien. Je vous le rappelle, on va le relancer ce script qui s'appelle param.sh. Donc là, vous voyez que j'ai rentré aucune donnée, j'ai rentré aucun paramètre, et donc j'ai un problème. Il ne peut pas calculer la date de naissance parce que j'ai rentré aucun paramètre. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'aider l'utilisateur à dire, mais en fait, ce qui me manque, c'est le nom et c'est le paramètre. C'est ce que nous allons voir un petit peu dans cet exemple. On va utiliser pour cela ce que l'on a la structure case, et on va évaluer une variable un petit peu spéciale qui est la variable $, qui dit en fait combien il y a de paramètres quand le script a été lancé. Et donc, si le script a été lancé avec 2 paramètres, eh bien on récupère le nom et l'âge dans ces 2 paramètres. On met fin à notre cas 2. Et dans tous les autres cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va dire simplement à l'utilisateur ce qui nous manque. Et on va lui dire que l'usage de notre script, c'est script, où on va l'appeler param.sh, et là on veut un nom et on veut un âge. On referme. On fait un exit, c'est-à-dire que en fait, le programme ne va pas aller jusqu'au bout. Quand il va rencontrer l'exit, il va sortir à ce moment-là. Donc on va dire, voilà, en fait, l'utilisateur a rentré de mauvais paramètres, je ne peux rien faire avec, donc je lui spécifie quels sont les bons paramètres qu'il peut me donner, et ensuite je sors du programme. Il me reste à terminer ma structure. Vous voyez, de nouveau, c'est la même logique qu'avec le if, fi. Là, le case est terminé par un exact. Donc vraiment la commande à l'envers. Voyons maintenant comment ça va se passer. Si je relance mon param.sh sans aucun paramètre, il va me dire, attention, l'usage, ça serait que tu me donnes param.sh, en premier argument le nom et en deuxième l'âge. Si maintenant je donne que le nom, bah pareil, il va me dire, attention, ce n'est pas le format dans lequel je l'attends. Et je vais avoir des problèmes pour le traiter. Donc maintenant je vais mettre Michel et 50, et là on va dire, bah, vous vous appelez Michel, vous avez 50 ans et vous êtes né en 1971. Voilà, donc en fait ça permet d'aider l'utilisateur à trouver la bonne voie, à trouver comment il va utiliser en fait votre script. Donc c'est toujours une bonne idée de vérifier en en-tête d'un script quels sont les paramètres qui doivent être présents, s'ils sont vraiment là, et d'aider l'utilisateur pour savoir quels sont les paramètres à mettre si effectivement il n'a pas utilisé la commande comme elle devrait l'être. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois, la programmation shell, c'est une programmation qui est liée énormément à l'environnement, au système d'exploitation. Et donc, encore une fois, comme pour sous Windows, on a la possibilité d'avoir des commandes qui sont spécifiques au parcours de l'arborescence des fichiers. Donc de parcourir les répertoires, de parcourir les fichiers. Donc il existe des possibilités pour tester facilement le type d'un fichier, pour savoir si, quand on parcourt les fichiers, est-ce on veut lister que les répertoires, on veut lister que les fichiers, on peut lister les liens physiques et liens symboliques. On peut tester de voir si un répertoire existe ou si un fichier existe. On peut tester les droits d'un fichier pour savoir si j'ai le droit de lire ce fichier, si j'ai le droit d'écrire ce fichier ou si j'ai le droit d'exécuter ce fichier. C'est les 3 droits RWX, c'est Read, Write, Execute. Donc c'est à chaque fois lecture, écriture ou exécution. On peut aussi comparer les dates de fichiers pour voir si un fichier a été créé avant un autre ou ce genre de choses. Ce qui permet, encore une fois, par exemple, quand on veut gérer des logs, de voir quelle a été la log de la veille, quelle a été la dernière log qui a été écrite, et d'arriver directement sur les informations les plus fraîches. Donc vous voyez, encore une fois, que la programmation shell directement liée au système d'exploitation nous permet, encore une fois, d'avoir énormément de commandes, en plus par rapport à un langage de programmation classique, qui va se baser sur l'arborescence des fichiers et des répertoires.
Encore une fois, je vous propose de voir un petit exemple. Cette fois-ci, nous allons écrire un script qui va créer un nouveau sous-répertoire dans le répertoire courant. Et nous allons vérifier si le répertoire courant existe. Dans un second temps, nous allons tester si le répertoire à créer existe. Si le répertoire existe, nous affichons qu'il existe déjà. Si le répertoire n'existe pas, nous le créons à l'aide de la commande mkdir. Attention, si une variable chemin contient des espaces, il faut l'encadrer avec des cotes. Et là, c'est le même problème que nous avons déjà rencontré sous Windows, c'est que si jamais vous ne mettez pas des cotes autour d'une chaîne de caractères, en fait, la programmation shell va estimer que c'est des paramètres différents. En fait, les paramètres sont toujours séparés par des espaces. Et lui ne va pas comprendre la différence entre un espace qui sépare deux paramètres et un espace qui sépare deux mots dans une phrase, en fait, qui normalement constitue un seul paramètre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des cotes autour. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut tester les différentes existences de répertoire au travers d'un petit exemple. Je vais recréer un fichier de script que je vais enregistrer sous, et je vais l'appeler rep.sh, qui va me permettre de créer un petit répertoire. J'oublie pas de le passer en Unix, très important. Donc, on va dire qu'on programme de nouveau en bash, on va dire qu'on efface l'écran. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va se créer une variable répertoire qu'on va... Et pour ce répertoire que l'on va créer, on va le créer dans pwd, donc l'endroit dans lequel on se trouve, $1, qui est en fait $1, je vous le rappelle, c'est le premier argument de notre fonction. On va commencer par faire quelque chose, on va vérifier l'existence, donc -e, de pwd. Donc en fait, on vérifie l'existence du fichier dans lequel on se trouve. Normalement, on ne devrait pas y avoir trop de soucis. On devrait normalement avoir quelque chose qui existe. On va quand même prévoir le cas de dire que si jamais le fichier n'existe pas, on peut dire le chemin de $pwd n'existe pas. Voilà, ce qui peut poser problème quand même. Donc dans le cas où le fichier ou le répertoire pwd existe, c'est-à-dire le répertoire courant dans lequel on est, normalement il devrait exister parce que sinon je ne sais pas comment on pourrait être dedans. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut tester l'existence d'un répertoire. Donc là avec le -e, cette fois-ci, j'ai testé l'existence du répertoire pwd. Donc ici je vais déjà écrire que le chemin $pwd existe. Voilà, pour être sûr. Et maintenant, ce que je veux voir, c'est que, est-ce que le nouveau répertoire que je veux créer, qui est dans le répertoire courant, et le nom du répertoire est le premier argument de mon script. Est-ce que celui-là, il existe? Donc pareil, je vais regarder avec le test d'existence. Cette fois-ci, je vais tester $rep. Bon, je mets bien un espace avant le crochet. On va faire un zen. Else, j'ai déjà préparé toute ma structure. Donc, si le fichier existe déjà, eh bien je vais l'indiquer que je n'ai plus à le recréer. Le répertoire $rep existe. Tout simplement, il existe déjà. Je vais mettre, voilà. Tout simplement. Si jamais il n'existe pas, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien je vais devoir le créer. Pour cela, j'utilise la commande mkdir, make directory. Et donc là, je vais faire un mkdir de $rep, tout simplement, qui est ma variable. Et je vais dire, je vais mettre le répertoire a été créé. Tout simplement. Donc, encore une fois, une utilisation de la structure si, alors sinon. Cette fois-ci, basée sur les répertoires et les fichiers. Donc, si le répertoire courant existe, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si le répertoire à créer existe déjà. S'il existe déjà, je l'indique. S'il n'existe pas encore, je le crée. Et cette fois-ci, je lui dis que le répertoire a été créé. On va voir si tout ça fonctionne. Donc, je l'ai appelé rep.sh. Et je veux créer
le répertoire test 1. Voilà. Donc le chemin SIGDrive C temp existe. Ok, ça je suis content. Et le répertoire a été créé. D'accord? Si je fais ls, vous voyez que test 1 a été créé. Je vais le mettre différemment. Alors, vous voyez que j'ai mon répertoire test 1 ici, qui a été créé. Pour l'instant, il est vide, il contient 0. C'est un répertoire. C'est ce que je vous disais avec les droits, puisque la première lettre c'est D, ça veut dire directory, auquel j'ai accès en lecture, en écriture et en exécution. J'ai accès, je peux le lister. Donc, ok, si maintenant je relance exactement la même commande et que je veux recréer le répertoire test 1, et bien vous voyez qu'il me dit que le chemin du fichier temp existe, mais cette fois-ci il me dit que le répertoire ctemp test 1 existe déjà et qu'il ne l'a donc pas recréé. Donc on est bien rentré dans le test qui a vérifié que le répertoire existait. C'est donc une possibilité supplémentaire qui nous est donnée justement par les scripts shell qui nous permettent d'avoir accès facilement à l'arborescence du système d'exploitation. Donc voilà, on est toujours en train d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de notre script shell sous Linux, et on commence à bâtir un petit peu toutes les briques qu'il nous faut pour faire un vrai langage de programmation. On a vu qu'on pouvait échanger avec l'utilisateur, on pouvait interagir, on pouvait attendre des informations de l'utilisateur, lui communiquer des résultats. On a vu qu'on pouvait utiliser des variables d'environnement et qu'on pouvait créer aussi nos propres variables pour stocker des résultats intermédiaires que nous allons réutiliser plus tard. Et nous venons de voir maintenant une structure conditionnelle qui nous permet justement, dans un programme shell, de réagir de façon différente suivant les paramètres que nous avons à notre disposition. Et donc, ça va nous donner une certaine flexibilité, puisque ça va nous permettre qu'un même programme va pouvoir réagir de façon différente par rapport aux paramètres d'un utilisateur. On a déjà vu ce mécanisme de condition, et ce mécanisme de condition va pouvoir encore être étendu lorsque l'on va parler des boucles, puisque les boucles sont aussi des structures de données qui se basent sur une condition. Soit une condition d'arrêt, soit une condition de continuité, soit aussi, dans ce qui est le cas des boucles for, en fait, c'est une condition sur un compteur qui va évoluer au fil des boucles. Donc c'est déjà finalement une grosse partie des boucles que nous avons vues ici, puisque nous avons analysé les conditions qui peuvent être évaluées pour arrêter ou pour commencer une boucle. Donc il me reste à vous dire à très vite pour voir le mécanisme des boucles en programmation shell sous Unix et continuer à explorer un petit peu plus loin la programmation shell et de vous montrer qu'en fait c'est un vrai langage de programmation. Bonne journée!